Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan est de retour des États-Unis. Il a regagné Abidjan ce matin après avoir pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. À son arrivée aujourd'hui, il a fait le point de sa mission. Et aujourd'hui, lundi 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Occasion de parler des troubles mentaux. La Côte d'Ivoire célébrait la journée de la santé mentale à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Les populations ivoiriennes de Kaniasso et maliennes de Kafola célèbrent la paix, une paix scellée le dimanche dernier et qui met fin à un conflit frontalier vieux d'une vingtaine d'années entre les deux localités. Haïti dévasté par l'ouragan Matthew, le bilan s'est alourdi, plus de 1000 morts. Un deuil national de 3 jours a été décrété, des milliers de personnes sont sans abri. Bonsoir à tous, merci de regarder RTI 1. Commençons tout de suite par cette information. Le gouvernement ivoirien présente la candidature de la Côte d'Ivoire à un siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. À cet effet, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, procédera au lancement officiel de la campagne de promotion de la candidature de notre pays lors de la cérémonie qui se tiendra demain à 17h à l'auditorium du centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. Je le disais tantôt, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est de retour des États-Unis. Il a regagné Abidjan ce matin après avoir pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Le chef du gouvernement ivoirien s'est félicité d'un accord conclu avec le FMI et salué les avancées importantes avec le groupe de la Banque mondiale concernant la participation au financement de projets de développement déclinés par le gouvernement ivoirien. Il a pris part à plusieurs activités, notamment le séminaire sur le capital humain de la Banque mondiale. À son arrivée ce matin, le Premier ministre s'est tout de suite adressé à la presse pour faire le point de sa mission. Nous l'écoutons. Concernant le groupe de la Banque mondiale, il y a des avancées aussi importantes. Vous savez qu'à Paris, lors du groupe consultatif, ils avaient annoncé 5 milliards de dollars. Et en fait, on se rend compte que si les choses avancent au rythme auquel ça a commencé, on pourra dépasser donc ces montants-là, notamment en ce qui concerne, disons que MIGA, et en ce qui concerne les SFI, parce qu'il y a des grands projets qui les intéressent, notamment dans le domaine de l'électricité. Vous savez, avec Azito, Cyprel, mais aussi avec les barrages hydroélectriques, les centrales thermiques, et le secteur aussi d'éducation, alphabétisation, qui les intéresse particulièrement. Nous avons beaucoup aussi insisté et ils sont donc d'accord sur le dossier des routes au niveau de la Côte d'Ivoire, les routes à bitumées, notamment à réhabiliter à bitumées au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, comme vous l'avez entendu, les nouvelles en provenance des États-Unis d'Amérique sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs banques sont mobilisées, nous explique notre envoyé spécial, Adama Koni. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, ce ne sont pas seulement les réflexions en salle. C'est aussi les rencontres de proximité entre pays et avec les opérateurs économiques. Tour à tour, le Premier ministre ivoirien a reçu en audience plusieurs personnalités. D'abord, l'agence de coopération japonaise venue réaffirmer sa détermination à marcher sur le chemin du développement avec la Côte d'Ivoire. C'est décidé et que les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Japon, vont travailler ensemble pour que les produits à projet se développent plus rapidement dans le futur. Ensuite, les opérateurs économiques ont suivi. Face à la délégation du Crédit Suisse, la partie ivoirienne semble avoir été convaincante sur les opportunités d'investissement. Un rendez-vous ferme est donc pris. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et nous espérons venir sur place en novembre ou en décembre pour faire le suivi, avec évidemment l'espoir qu'on pourra avoir un rôle beaucoup plus actif en Côte d'Ivoire. Une autre banque, la Standard Chartered Bank, déjà présente en Côte d'Ivoire, l'institution veut prendre un nouvel envol. C'était essentiellement un point d'étape
pour lui exprimer les souhaits que nous avions et également les projets que nous avions au niveau de notre banque en Côte d'Ivoire. Dernier opérateur, la Citibank. Après 40 années de présence en Côte d'Ivoire, elle s'engage dans un nouveau contrat de développement. C'est que la Côte d'Ivoire était un centre pour Citi dans l'Afrique de l'Ouest. Donc à partir d'Abidjan, on gère 5 pays effectivement dans la sous-région. Et le deuxième, c'est de dire que Citi a fait des propositions à son Excellence en ce qui concerne les financements du développement en Côte d'Ivoire. Sur 2 types de propositions de financement. Un classique de type Eurobond, comme la Côte d'Ivoire a déjà fait encore. Et la deuxième partie serait d'aider à arriver sur le marché à l'aide des agences multilatérales. Les activités du Premier ministre se poursuivent entre audiences, panels, séances de travail et visites, avec à la même boussole le plan national de développement PND 2016-2020 pour lequel il faut mobiliser 30 000 milliards de francs CFA. Et nous sommes aujourd'hui lundi 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Occasion de parler des troubles mentaux, notamment de la dépression. Et selon l'OMS, plus de 350 millions de personnes sont touchées par la dépression. La Côte d'Ivoire a célébré cette journée de la santé mentale aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Les acteurs et partenaires du système socio-sanitaire ont été invités à mettre l'accent sur l'assistance et le soutien psychologique des personnes victimes d'événements perturbateurs. On en sait plus avec Sita Soro. Catastrophes naturelles, guerres, épidémies, attaques terroristes, autant de faits au cours desquels les populations ou les victimes subissent des chocs émotionnels et psychologiques. Après ce type d'événements dans la vie d'un homme, le soutien psychologique est primordial pour limiter les conséquences du stress et du traumatisme. C'est pour répondre à ce besoin d'assistance que la 25e journée mondiale de la santé mentale, célébrée ce 10 octobre à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, s'est tenue autour du thème « Les premiers secours psychologiques, une approche clé pour aider les personnes récemment exposées à des situations d'urgence ». Dans une crise, le rôle du psychologue c'est d'aider cet individu-là à surmonter la crise et à se réadapter, à vivre avec, à s'épanouir, comme tout être dans la société. Quand on parle d'une reconstruction psychologique, c'est un rétablissement, c'est une forme de rétablissement. De se dire, c'est vrai, c'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, ça m'est arrivé à moi, mais il faut que je surmonte. Cette journée a été l'occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de faire l'état des lieux des soins psychiatriques en Côte d'Ivoire, avec l'annonce de la tenue d'un atelier de réflexion. Il faut que nous réfléchissions sérieusement avec tous les partenaires de l'hôpital psychiatrique, tous ceux qui sont concernés par la santé mentale, et même désigner 1 ou 2 parents qui vont nous aider à réfléchir et sortir de là un plan d'action que nous allons dérouler fidèlement. Nous allons réfléchir avec le gouvernement, essayer de voir comment nous pouvons essayer d'apporter une subvention aux médicaments pour les malades. Même si elle n'est pas totale, mais je tiens à ce que cette subvention puisse se faire. Sensibiliser l'ensemble de la population, les acteurs et les partenaires du système socio-sanitaire sur l'importance des premiers secours psychologiques, c'est en cela que s'est résumée cette 25e journée mondiale de la santé mentale. Et cette 25e journée de la santé mentale a été aussi célébrée à Yamoussoukro. L'accent a été mis sur la sensibilisation, comme nous l'explique Kwadio Kwame Jean de Dieu. Des kits alimentaires distribués aux malades mentaux à Yamoussoukro pour marquer la journée mondiale des malades mentaux. On estime à 400 millions le nombre de personnes aujourd'hui atteintes de troubles mentaux ou neurologiques ou souffrant de problèmes psychosociaux dans le monde. Selon les experts de l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies seront la 2e cause de mortalité et de handicap d'ici 2020. La maladie mentale est comme toute autre maladie. On ne naît pas malade mental, on le devient. Ces malades ont donc besoin de soins et d'entretien. La présidente de l'ONG Lumière Vie compte réaliser un centre socio-professionnel pour l'insertion des malades stables. Au début des activités de l'ONG, on les récupérait dans la rue, on partait les déposer dans les différents centres pour les traitements. Ça ne sert à rien de prendre un malade, le dépenser, faire son traitement et les parents même refusent de les accepter souvent à la maison, mais ils n'ont même pas de parents à côté. Donc nous avons décidé de construire un centre de réinsertion à 15 km de Yamoussoukro à Zata qui va nous aider. C'est-à-dire quand on récupère un malade dans la rue,
On le dépose dans le centre. Après le traitement, il est affecté à Zata pour apprendre un métier, pour se réinsérer dans le tissu social. Ce centre sera construit à Zata, sur la route de Boisflé. D'une capacité de 150 lits, il coûtera 300 millions de francs CFA, et cela pour restituer à ces personnes toute leur dignité humaine. Et on ouvre maintenant la page consacrée à la Troisième République en question. Vous le savez, l'actualité politique en Côte d'Ivoire est dominée par l'avant-projet de nouvelle constitution qui sera débattu demain en plénière à l'Assemblée nationale. Avant ce débat en plénière, les populations donnent leurs avis sur l'avant-projet. Elles se sont prononcées sur le plafonnement de l'âge prévu dans la réforme constitutionnelle. Nous les écoutons. Sauter le verrou de la limitation d'âge, cela suppose que même à quelqu'un qui a 150 ans, pourvu qu'il tienne sur ses pieds, il peut être président de la République. Alors que nous savons que aujourd'hui, on dit que l'avenir appartient à la jeunesse. Mais laissez la jeunesse gouverner. C'est une bonne chose parce que si on enlève les choses comme on appelle à la limite d'âge, tout le monde peut se présenter. Donc c'est tout ce que tout un Ivoirien cherche. Parce que nous, chacun veut prospérer. Donc vraiment, ça c'est une bonne chose. Moi je pense que personnellement, c'est pas la bienvenue. Moi je préfère l'ancien système, qu'à tel âge, on ne peut plus se présenter. Parce que quelqu'un qui est fatigué, comment il peut gérer un pays? La Côte d'Ivoire a un passé sombre avec les récentes crises que nous avons connues. Et ces récentes crises-là ont été dues à quoi? Ont été dues à des problèmes de succession, ont été dues à des problèmes d'articles confligènes. Donc aujourd'hui, on veut tout simplement et honnêtement extirper de la Constitution. Parce que la Constitution, il ne faut pas quand même penser qu'une Constitution est immuable. Toute Constitution est faite par des hommes. Et il faut tenir compte aussi de l'évolution des temps. Si à la fonction publique ou dans les différentes administrations, il y a une limite d'âge pour pour cesser toute activité. Je pense qu'aussi pour l'exercice du pouvoir d'État, il doit avoir au moins une limite d'âge aussi. Il y a un problème quand même. Quelqu'un qui a 90 ans, il peut être président. Est-ce que celui-là, il peut encore accoucher des idées pour un pays? Est-ce qu'il a la force physique, la force mentale pour le faire? Oui, je suis d'accord pour cette décision. C'est une très bonne décision. Mais jusqu'à ce attention, on peut se présenter. Très bonne décision. Je suis d'accord pour ça. Pendant qu'on dit l'avenir appartient à la jeunesse et que il y a un article même de la Constitution qui met un peu mal à l'aise la jeunesse en parlant de la limite de l'âge de la candidature. Au fait, il faudrait qu'il y ait une limite d'âge pour les candidatures pour permettre à la jeunesse d'œuvrer aussi, de pouvoir mettre en évidence son savoir-faire. C'est ce qui est important pour moi. On doit avoir une limitation pour toute autre organisation, que ce soit la présidentielle ou dans toute autre fonction. On va à la retraite quand on travaille. Donc, quand on est président, il faut qu'on aille aussi à la retraite. Nos parents les plus âgés, ils sont là pour quand même donner des conseils à nos jeunes. Je crois que c'est ce qui est le plus important, quoi. Et ils ont déjà passé le temps. Ils doivent se mettre de côté, puis donner des conseils. Le groupe de plaidoyer pour une réforme constitutionnelle transparente et inclusive a aussi analysé l'avant-projet des nouvelles constitutions. Ce groupe lance maintenant un appel à tous pour le maintien de la paix et la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Après une analyse générale de l'avant-projet de loi portant constitution et de l'exposé des motifs, les 13 plateformes, fêtières, réseaux et organisations de la société civile que compte le groupe de plaidoyer pour une réforme constitutionnelle transparente et inclusive félicitent l'exécutif et le comité d'experts pour les efforts consentis en matière de renforcement de la gouvernance, des droits et libertés fondamentales. Mais il observe également des points d'insatisfaction. Le groupe de plaidoyer en observe 4 fondamentalement. L'inclusion du Premier ministre et du gouvernement dans la vacance de la présidence de la République. La suppression de l'âge plafond pour les candidats à l'élection du président de la République. L'absence dans les mesures transitoires de la clause de non-rétroactivité de la loi relativement au mandat présidentiel. La non-constitutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme
et de la Commission électorale indépendante en tant qu'institution autonome et indépendante. Relativement à ces points, le groupe de plaidoyer a fait et soumis de nouvelles propositions au comité d'experts. Le groupe de plaidoyer, dont l'objectif est de contribuer à un processus référendaire inclusif, transparent et apaisé, en appelle au sens civique de chacun et à l'intérêt général de tous. Il demande au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les partis et groupements politiques de l'opposition, ainsi qu'avec les organisations de la société civile, afin d'arriver à un consensus. L'avant-projet de nouvelle constitution a été aussi évoqué avant-hier dans la commune d'Agamé. L'Alliance de la jeunesse ivoirienne pour la République a tenu une conférence débat. Celle-ci a été animée par Nasseneba Touré, maire d'Odiéné, et elle a invité les jeunes à soutenir cet avant-projet, comme nous l'expliquent Salima Toudia et Michel Digré. L'avant-projet de constitution expliqué lors d'une conférence débat. Le contenu et le bien-être du projet est exposé par Nasseneba Touré. Le maire d'Odiéné est l'invité de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne pour la République. La création de la vice-présidence, oui, moi je dirais qu'elle est salutaire, car elle permet non seulement au président de la République d'être secondé dans sa lourde tâche, mais aussi cette vice-présidence favorisera la promotion des intelligences dans notre pays. Vous-même vous dites c'est un travailleur. Mais s'il regarde maintenant et dit mettons vice-président, ça montre même déjà l'esprit du partage du pouvoir. La conférencière s'est prêtée à toutes les questions, notamment celles concernant l'avenir des jeunes dans une nouvelle constitution. Ce que gagne la jeunesse, c'est la constitution que la jeunesse gagne. Parce qu'avec la constitution, là, on dit on met un vice-président qui va s'occuper uniquement maintenant des Ivoiriens pour regarder les problèmes sociaux et économiques. Et le problème social et économique, c'est quoi? C'est le problème de l'emploi. C'est le problème de reconnaître les compétences des uns et des autres. C'est le problème du crédit intérieur, du prêt intérieur à la jeunesse et à la femme. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, le plus grand gagnant de cette constitution, c'est la jeunesse. Des explications et analyses qui pourraient peser dans la balance le jour du vote. Les militants du Rassemblement des Républicains de la région de San Pedro se sont aussi donné rendez-vous au stade de San Pedro. Cette rencontre avait pour objectif d'appeler les femmes républicaines à voter massivement oui au référendum pour la nouvelle constitution. Thérèse Tapeyouboui. Elles sont venues de 104 sections du département de San Pedro à l'appel de Maïmouna Dosso du RFR pour écouter les mots d'ordre de leur parti. Rester mobilisés et dire oui au référendum pour la nouvelle constitution. Les cadres et responsables du RHDP, la chefferie traditionnelle et les chefs religieux ont pris part à ce grand rassemblement autour du maire Clément Bouekanabo. Les femmes de San Pedro ont été à l'avant-garde de tous les combats et elles prendront encore leurs responsabilités en se prononçant pour un oui massif au référendum pour que la Côte d'Ivoire soit dotée d'une constitution forte pour la paix et la stabilité dans le pays. Les femmes du RFR n'ont pas manqué de rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement au bénéfice de la population et des femmes en particulier. Le maire de San Pedro a quant à lui demandé aux militantes d'avoir confiance au président Alassane Ouattara pour relever les défis à venir. Tous les autres intervenants ont aussi appelé à la mobilisation autour de la nouvelle constitution pour une Côte d'Ivoire tournée vers la paix. Voilà, c'était la page consacrée à la Troisième République en question. Parlons maintenant de cette célébration de la paix entre les populations ivoiriennes de Kaniasso et maliennes de Kafola. La paix scellée le dimanche dernier met ainsi fin à un conflit frontalier vieux d'une vingtaine d'années entre les deux localités. Maliens, Ivoiriens, aïe, parce que Andele Tchekindine. Jeu d'alliance animé par le lieutenant-colonel Kone Zakaria, danse traditionnelle du terroir malien. Nous sommes à Fakola, en République du Mali.
Les Malinqués de Côte d'Ivoire et leurs frères maliens célèbrent ainsi la paix retrouvée depuis le 9 août 2016 à Kaniasso à l'issue d'un accord entre les deux peuples voisins pour mettre un terme à plusieurs décennies de conflits. Cette fête a mobilisé à la tête des populations voisines, autorités administratives et membres des gouvernements ivoiriens et maliens. Ils ont exhorté les populations des deux pays à la consolidation de la paix. Vos sœurs, vos frères, ont tous le sentiment que chacun d'eux a apporté quelque chose à l'édifice que nous allons commencer à bâtir aujourd'hui, parce qu'une paix, une réconciliation n'est jamais finie. Elles se construisent, elles s'entretiennent pour que plus jamais ce qui s'est passé n'arrive à nouveau. La paix est l'affaire de tous. Construire et entretenir la paix sont des défis quotidiens et permanents. Cela exige de la patience, de la tolérance, des concessions réciproques, des sacrifices et surtout beaucoup d'humilité. Je vous exhorte à entretenir précieusement la paix retrouvée. Avant son arrivée en terre malienne, la ministre ivoirienne de la Solidarité a fait escale à Gouéa, dernière localité ivoirienne à la frontière avec le Mali. À cette étape, Maria Toukone et sa délégation ont échangé avec les leaders de communautés, les autorités administratives et les élus de la région du Folon. Dans l'actualité également, ce lundi 10 octobre, la journée mondiale contre la peine de mort. Cette pratique en vigueur dans certains pays a été supprimée dans le code pénal ivoirien depuis mars 2015. L'ONG L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture salue la décision, mais invite l'État ivoirien à franchir la dernière ligne, à savoir ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort. Chantal Eouma Kandan. La peine de mort a été abolie par l'article 2 de la Constitution du 1er août 2000. Bien que le Code pénal ait supprimé toute référence à cette disposition, l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture de Côte d'Ivoire et ses partenaires invitent les autorités publiques à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, OP2. Ce protocole vise l'abolition définitive de la peine de mort. C'est important pour la Côte d'Ivoire de pouvoir ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Une fois qu'il est ratifié, c'est un engagement international. Et donc, on ne peut plus revenir là-dessus. Cette cérémonie commémorative de la 14e journée mondiale contre la peine de mort, dont le thème « Terrorisme et peine de mort » a vu la participation de plusieurs ministères et institutions. L'État du Côte d'Ivoire travaille à tenir ses engagements et la ratification est un engagement pris auprès de la communauté internationale. Je voudrais vous donner donc l'assurance que la peine de mort n'est déjà pas pratiquée en Côte d'Ivoire, mais comme il faut institutionnaliser ce fait, c'est pour cela que ce projet de loi viendra à l'Assemblée nationale. Une déclaration conjointe des ONG de défense des droits de l'homme a été lue en vue de soutenir la lutte contre la peine de mort et aussi sensibiliser les pays africains à la ratification définitive de la peine de mort. Et 9 pays africains sont en réflexion en ce moment à Abidjan pour convenir d'un cadre régional commun pour une production responsable d'huile de palme en Afrique de l'Ouest. Les représentants de la société civile et des collectifs locaux veulent une huile de palme durable en Afrique, comme nous l'explique Herman Guivé. Deuxième pays africain producteur d'huile de palme, 9e pays sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire veut être un acteur majeur du positionnement de cet or rouge, mieux un acteur de sa pérennisation. Le pays accueille sur son sol plusieurs pays africains engagés pour le même objectif, assurer la durabilité de l'huile de palme en Afrique. L'huile de palme est l'un des produits agricoles prisés en Afrique. Et beaucoup de pays africains sont producteurs de cette huile de palme en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais malheureusement, cette huile de palme est plus ou moins attaquée au niveau international et elle est accusée de déforester. Et cette déforestation cause beaucoup de dégâts au niveau des changements climatiques. Et donc, les gouvernements de ces différents pays-là ont pris le devant pour s'asseoir autour d'une table, pour réfléchir à des actions de lutte contre la déforestation pour une huile de palme durable. Au niveau national également, les différents ministères ont pris les devants et avec nos collègues des autres pays,
nous allons produire un document donc, qui sera appliqué dans tous les pays. Mettant à profit les progrès importants et rapides enregistrés à l'échelle nationale et régionale, les acteurs de la région s'emploient à présent à préparer l'accord régional qui doit être signé par les ministres des 9 pays à l'occasion de la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP22, qui se tiendra à Marrakech au Maroc en novembre 2016. L'initiative pour l'huile de palme en Afrique de la TFA 2020 entend œuvrer pour une filière huile de palme prospère qui génère des emplois et des richesses pour les communautés locales dans le respect de la soutenabilité environnementale et sociale et dans un souci de protection des forêts tropicales de la région. En RDC, l'ambiance est tout autre. Il y a eu des affrontements hier entre l'armée congolaise et des présumés rebelles ougandais à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 8 civils ont trouvé la mort par balle et un militaire a été tué. Haïti dévasté par l'ouragan meurtrier Mathieu. Le bilan s'est alourdi, plus de 1000 morts. C'est l'un des pires ouragans de son histoire après le séisme du 12 janvier 2010. Un deuil national de 3 jours a été décrété. L'ouragan a tout ravagé. Des milliers de personnes sont sans abri. La catastrophe naturelle fait place maintenant à une crise sanitaire. Le pays de 10 millions d'habitants doit faire face à une épidémie de choléra. On compte déjà des victimes. L'ouragan Mathieu a aussi frappé les côtes américaines. Il a tué 17 personnes en Caroline du Nord. Et loin de cet ouragan dévastateur, Hillary Clinton et Donald Trump sur place aux États-Unis ont tenu leur face-à-face. Et de l'impression générale, ce deuxième débat entre les deux candidats a été virulent et le ton agressif avec des attaques personnelles et des mots très durs. Le candidat républicain a menacé d'envoyer Hillary Clinton s'il était élu en prison. Elle a à son tour dénoncé l'incapacité de Donald Trump à exercer une fonction de président. Pour beaucoup d'observateurs américains, les dossiers de fond n'ont pas été évoqués lors de ce débat. Les sondages effectués donnent Hillary Clinton gagnante à 57% contre 34% pour Donald Trump. Rendez-vous est pris pour le troisième débat le 19 octobre prochain. On revient en Côte d'Ivoire pour parler culture. Le ministre de la Culture, Maurice Kwaku-Badama, vient de lancer la 5e édition du FASA. Le FASA, c'est le Festival des Arts Sacrés des Savanes, rendez-vous culturel du pays Sénoufo, qui est à sa 5e édition. Expression, promotion et valorisation des valeurs culturelles et traditionnelles du district des Savanes. Festival des Arts Sacrés des Savanes, le FASA, offre au peuple sénoufo l'occasion de présenter au monde son patrimoine matériel et immatériel qu'il a développé au cours des siècles à travers une exposition de danse, de rites, de son savoir-faire et de son savoir-être. La 5e édition du FASA a été l'occasion pour le ministère de la Culture et de la Francophonie de déployer sa stratégie de faire de la Côte d'Ivoire un pays culturel. Stratégie qui veut doter chaque région d'un festival. Nous souhaitons voir ici, à Korogo, et après Korogo, les autres chefs de département s'illustrer par de grands festivals. Après le FASA, nous avons créé cette année même, à Bondiali, le festival de Djegere, le Balafon. Il en faut un autre à Ferkessé. Il en faut un autre à Kong. Pour le commissariat général du FASA, ce festival vise à inventorier les danses et surtout celles dites sacrées en voie de disparition, mais également l'art culinaire sénoufo. Après 5 éditions, le FASA se veut un rendez-vous annuel avec l'appropriation du conseil régional, laquelle structure décentralisée appelle les filles et fils sénoufo à s'investir pour internationaliser ce festival. L'attraction cette année fut la danse Sejom, venue de la sous-préfecture de Sirasso, danse sacrée qui annonce l'entrée des jeunes garçons dans le bois sacré. Des danses traditionnelles, des prestations artistiques ont pendant 3 jours montré la diversité du riche patrimoine culturel sénoufo. Et de la culture au sport, franchissons un seul pas pour parler du marathon international d'Abidjan qui vient d'être lancé. Le président du comité d'organisation du MIDA annonce de grandes innovations et situe les enjeux de cette édition 2016. Salif Ouattara. Au moins 15 000 coureurs, professionnels et non professionnels, sont attendus le 15 novembre prochain à la 2e édition du Marathon international d'Abidjan. Cette assertion est celle du président du comité d'organisation, Victor Yapobi, qui a réuni les principaux acteurs du sport et du tourisme ivoirien ce lundi 10 octobre pour le lancement officiel du Marathon d'Abidjan.
Cette édition 2016 comprend 4 circuits, les 3 km, 10 km, 21 km et 42 km. À cela s'ajoutent de belles récompenses pour les vainqueurs. Nous avons invité pour cette deuxième édition tous les marathoniens de la sous-région de la CEDEAO qui, j'espère, feront partie de cette grande aventure. Comme l'année dernière, ce sera un marathon gratuit. Présents à cette cérémonie de lancement, les ministres François-Albert Amicha des Sports et Loisirs et Roger Kakou du Tourisme ont tenu à rassurer les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire quant à la crédibilité et au cachet institutionnel que prend année après année le marathon d'Abidjan, qui sera assisté cette année par le comité d'organisation du marathon de Nice de France. C'est l'occasion de rappeler l'importance de l'action des associations sportives privées en matière de sport et notre souci commun de faire du sport un instrument de paix, de cohésion sociale et de santé pour tous. Instituée Journée mondiale de la paix, le 15 novembre prend désormais une coloration sportive et touristique en Côte d'Ivoire depuis 2015, année de la première édition du marathon international du district d'Abidjan. Et notez avant de nous séparer que ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est le projet de la nouvelle constitution. Ce projet soumis à la validation des parlementaires sera donc le sujet de l'émission Décryptage prévue demain, mardi, en direct. Après le journal de 20h, il sera question de l'intérêt et du mécanisme d'élaboration de cette nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum, émission présentée par David Mobio. Portez-vous bien, ce journal est terminé.